Imaginez que vous dirigiez une usine produisant des pièces mécaniques. Pour garantir la rentabilité, vous avez établi qu'un taux de pièces défectueuses allant jusqu'à 20% est acceptable. Mais comment savoir si votre production actuelle respecte cette norme sans vérifier chaque pièce individuellement? C'est là que l'inférence statistique entre en jeu. On commence par définir notre problème. Nous avons des pièces de bonne qualité et d'autres défectueuses. L'objectif de l'industriel est de prélever un échantillon au hasard de n pièces et de vérifier si la proportion réelle P de défaut est inférieure ou égale à ce seuil critique de 20%. Cette approche nous permet de prendre une décision éclairée sur l'ensemble de la production à partir d'une simple fraction de celle-ci. C'est le point de départ de tout test statistique, transformer une question industrielle en un problème mathématique rigoureux. Pour mathématiser notre problème, nous utilisons des variables aléatoires. Chaque pièce est représentée par une variable x qui vaut 0 si elle est de bonne qualité et 1 si elle est défectueuse. C'est ce qu'on appelle une loi de Bernoulli de paramètre P, où P est la probabilité d'avoir une pièce défectueuse. En observant un échantillon de n pièces, nous obtenons une suite de valeurs. Notre meilleure estimation de P est la proportion empirique, notée P chapeau, qui n'est autre que la moyenne arithmétique de nos observations. Grâce au théorème central limite, nous savons que pour un échantillon suffisamment grand, cette moyenne suit approximativement une loi normale. Cette propriété est fondamentale, car elle nous permet de quantifier l'incertitude autour de notre estimation. On utilise également le lemme de Slutsky pour estimer l'écart type de manière consistante, ce qui simplifie grandement les calculs complexes qui vont suivre pour définir nos marges d'erreur. Une estimation ponctuelle, comme P, chapeau, ne nous dit pas tout. Pour être plus précis, nous construisons un intervalle de confiance. C'est une plage de valeurs qui a une forte probabilité, par exemple 95%, de contenir la vraie valeur de P. En utilisant les quantiles de la loi normale, nous arrivons à une formule élégante. L'intervalle est centré sur notre moyenne observée, plus ou moins une marge d'erreur dépendant de la taille de l'échantillon et du niveau de risque choisi. Prenons un exemple. Si nous observons 22 pièces défectueuses sur 100, notre estimation est de 22%. Avec un risque de 5%, le calcul nous donne un intervalle allant de 14% à 30%. Vous remarquez que notre seuil de 20% est à l'intérieur de cet intervalle. Cela soulève une question cruciale. Peut-on affirmer avec certitude que la production est mauvaise ou est-ce juste un coup de malchance lors du tirage de l'échantillon? Pour trancher, nous formalisons un test statistique. Nous opposons deux visions du monde. L'hypothèse nulle, H0, qui suppose que tout va bien, soit P inférieur ou égal à 20%, et l'hypothèse alternative, H1, qui suggère que le taux de défaut dépasse la limite. Le principe est de définir une région de rejet. Si nos données tombent dans cette zone, nous rejetons H0 au profit de H1. Pour construire cette zone, on utilise une statistique de test T et un seuil C. La décision est alors binaire, soit on conserve H0, soit on la rejette. Il est important de comprendre que la décision est aléatoire puisqu'elle dépend de l'échantillon prélevé. C'est un peu comme un procès. On présume l'innocence de H0 jusqu'à ce que les preuves, c'est-à-dire nos données, soient suffisamment accablantes pour prouver le contraire au-delà d'un certain seuil de doute. Dans tout test, on peut se tromper de deux manières. L'erreur de première espèce, ou risque alpha, consiste à rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Dans notre usine, cela reviendrait à jeter une bonne production par erreur. C'est ce risque que nous essayons de contrôler strictement, souvent à 5%. L'erreur de seconde espèce, notée bêta, est l'inverse. Conserver H0 alors que H1 est vrai, c'est-à-dire accepter une production défectueuse. La puissance du test est alors la probabilité de rejeter H0 à juste titre. Le dilemme est qu'on ne peut pas minimiser les deux erreurs simultanément. Si on diminue alpha, bêta a tendance à augmenter. En pratique, on fixe alpha au préalable et on cherche le test qui offre la plus grande puissance possible. C'est cette gestion des risques qui rend les tests statistiques si robustes pour la prise de décision. Passons maintenant à la pratique. Comment calcule-t-on ce fameux seuil? Sous l'hypothèse nulle, nous savons que notre statistique suit une loi normale centrée réduite. Nous cherchons un seuil C, tel que la probabilité de dépasser ce seuil soit égale à notre risque alpha, par exemple 5%. Graphiquement, cela correspond à isoler 5% de l'air sous la courbe de la loi normale à l'extrême droite. Pour notre exemple, avec P égale à 20% et 100 pièces, nous calculons la valeur de notre statistique T. Si T est supérieur au quantile critique, qui est de 1,645 pour un test unilatéral à 5%, alors nous rejetons l'idée que le taux de défaut est acceptable. Cette étape transforme des probabilités abstraites en une règle de décision concrète et numérique. Revenons à nos chiffres. Avec 22% de défauts observés sur 100 pièces, le calcul nous donne une valeur de T égale à 0,5. Puisque 0,5 est bien inférieur à notre seuil de 1,645, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Conclusion, on conserve H0.
Même si 22% est supérieur à 20%, l'écart n'est pas statistiquement assez significatif pour affirmer que la production dépasse les 20% de défaut. Pour rejeter H0 avec ce niveau de confiance, il aurait fallu observer plus de 26,6% de pièces défectueuses. Vous voyez ici toute la puissance de la méthode. Elle nous empêche de surréagir à des variations dues au hasard. Nous avons appris à modéliser une proportion, à quantifier l'incertitude et à prendre une décision rigoureuse. La prochaine étape serait d'explorer comment la taille de l'échantillon influence ces résultats.